Donc, la biodiversité, elle est liée au climat et à ces fluctuations naturelles qui sont considérables. Et je vais, à cette occasion, parler justement du changement climatique, donc à la suite d'hier et de mes remarques que j'ai faites hier au très très intéressant exposé de Jean-Claude Boal. Le climat, il change en raison de l'homme, mais il change aussi naturellement, on l'oublie. Il y a 21 000 ans, quand on était au cœur du grand âge glaciaire, il s'en produit un tous les 100 000 ans, eh bien, on avait des calottes glaciaires en Europe. La calotte glaciaire alpine atteignait Lyon, c'était les glaciers de montagne. Toute l'Europe, en particulier la France et ici, c'était une toundra qui d'ailleurs avait été abandonnée par l'homme. La population humaine se réfugiait vraiment en Espagne, et enfin ce qui n'était pas encore l'Espagne, et sur les rives de la Méditerranée, et les forêts, la forêt que ce soit les sapins, les hêtres, les chênes, etc., étaient réfugiés dans le sud de l'Espagne, dans le sud de l'Italie, dans le sud de la Grèce et dans le sud de la Turquie. Donc un paysage, il y a seulement 21 000 ans. C'est pas des millions d'années, c'est avant-hier. Les températures, eh bien, elles évoluent en même temps que avec le climat. Et ici, on est il y a 250 000 ans. Ici, c'est le présent. Et comme on le voit, eh bien, cette reconstitution des températures, eh bien, après des températures relativement élevées lors d'un interglaciaire il y a 250 000 ans, de façon irrégulière, la température a baissé jusqu'au froid sibérien d'il y a, ici on est il y a 130 000 ans, puis elle monte très vite, les températures descendent lentement et remontent très vite lors des évolutions naturelles. Ensuite, eh bien, de façon irrégulière mais lente, la température rediminue jusqu'à il y a 21 000 ans. Ici, on est à il y a 21 000 ans, au cœur du dernier grand âge glaciaire. Et puis alors, une remontée extraordinairement rapide des températures. Et ici, c'est l'interglaciaire actuel dans lequel nous sommes. Évidemment, il n'y avait pas de thermomètre. Ce sont des reconstitutions indirectes à partir de ce qu'on appelle des proxys. En l'occurrence, c'est qui ont enregistré la température. En particulier, ce sont souvent des stalactites dans les grottes qui ont servi de proxy. Ensuite, ça, c'était les cycles de température et de climat de 100 000 ans, les grands âges glaciaires. Et ensuite, on a les cycles courts. À l'intérieur des grands cycles, on a des cycles courts qui sont d'à peu près 1500 ans. Les grands cycles sont dus à l'orbite de la Terre, qui s'allonge, qui se rétrécit, qui s'aplatit ou non. Les petits cycles, c'est dû aux taches solaires. Et 1450 ans, 1470 ans également, eh bien, ce sont des cycles, c'est la conjonction de cycles solaires. Vous connaissez tous le cycle de 11 ans, il y a un cycle de 22 ans, il y a un cycle de 85 ans, etc. Et quand ces cycles sont en phase, eh ben, on a des épisodes chauds et des épisodes froids. Le présent est ici, le passé est là-bas. Si je masque l'écran, pour certains, vous me le dites, je peux me reculer un petit peu plus en essayant de ne pas me prendre les pieds dans les fils. Alors donc le présent est là, voilà, on est dans une période chaude qu'on appelle la période chaude actuelle, current warm period. Et eh bien, il y a très peu de temps, 1850, ça se termine en 1850, c'est ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, c'est-à-dire un épisode extraordinairement froid. La Seine gèle, le Rhône gèle, le Rhin gèle, en hiver, à Avignon en particulier, à Arles, le Rhône est presque tous les hivers gelés.
Et, la précédente période chaude, c'est l'épisode chaud médiéval. C'est vers l'an 1000 à peu près. Et là aussi, on a la descente de température est lente et la remontée des températures est foudroyante dans tous ces épisodes, comme pour les grands âges glaciaires. Alors ici, c'est la période froide des âges sombres, Dark Age Cold Period en anglais, la période froide des âges sombres. Elle culmine au 5e siècle de notre ère. C'est l'effondrement de l'Empire romain. Les barbares qui déferlent, non pas parce que c'est des barbares, mais parce que c'est les premiers réfugiés climatiques de l'histoire. La neige, la glace couvrent ce qui est aujourd'hui l'Allemagne et l'Europe du Nord. Auparavant, il y a eu la période chaude romaine, la période froide de la fin de l'âge du bronze, la période chaude dite des pharaons, etc. Bref, évidemment, sur des cycles de 1500 ans. Il faut que tu aies le micro, hein. Ah ouais, parce que là, tu parles avec les mains, mais ça fait pas du son. Ah bon? Alors, sur des cycles de 1500 ans... Je t'ai pas branché. Ah oui, il faut aussi le brancher. Sur des cycles de 1500 ans, disais-je, eh bien, le climat oscille entre des périodes froides et des périodes relativement chaudes, comme la période actuelle. Donc, le micro, comment? Ouais, il faut pas que le micro, quand il est là. Voilà, vous m'entendez? Oui. Bien, 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 bien. J'ai l'habitude de parler sans micro, y compris devant des amphis de 500 personnes, tout simplement parce que l'acoustique est meilleure et que j'ai une bonne voix. J'ai un arrière-grand-père qui était ténor d'opéra. Boudouresque, il s'appelait. Et il s'appelait Boudouresque. Et il a sa rue à Marseille. Voilà. Donc, ben voilà, vous avez compris que le climat, il change. Voici le dernier épisode. Donc, le présent est ici. Bon, là, sur cette figure, on s'arrête à l'an 2000. Et on part à peu près de l'an 1000. L'an 1000, c'est la période chaude médiévale. En ce moment, c'est la période chaude actuelle. On s'aperçoit d'ailleurs que dès 2000, eh bien, on a atteint les températures du Moyen-Âge, mais on les a même un peu dépassées. Ben, ça, c'est l'action de l'homme. Mais tout ceci, cette lente descente vers le maximum glaciaire, et puis ensuite cette rapide remontée actuelle, ben, tout ceci, c'est naturel. Ce qui n'est pas naturel, ça commence à peine l'effet du réchauffement climatique. Et souvent on oublie que le réchauffement depuis 1850, 1850 c'est le début des températures avec un thermomètre, des vraies mesures, et pour le GIEC, et c'est ce que je disais hier, qui oublie de mettre en perspective les choses, ce qui facilite les mauvaises interprétations. Il ne dit rien de faux, tout est vrai dans le rapport du GIEC, sauf qu'il y a des choses qu'il ne dit pas. Et pourquoi il ne les dit pas? Parce qu'ils font un consensus des États, parce que c'est très compliqué, et parce que ce que je vous raconte ici, c'est le climat sur l'hémisphère nord. Par contre, sur l'hémisphère sud, or le GIEC qui représente aussi l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Argentine, sur l'hémisphère sud, on a des choses un petit peu différentes, parallèles, mais différentes, et évidemment pas forcément synchrones. Donc, pour être universel, le GIEC ne parle pas de cette histoire qui permet de comprendre bien des choses. Et donc, 1850, on est presque au pic du petit âge glaciaire. Et donc, toute cette remontée de la température, elle est naturelle. Quand ils disent depuis 1850 ou depuis qu'il y a des mesures de température, la température a augmenté d'1,2 degré ou d'1,5 degré, il oublie de dire, sur ce 1,5 degré, il y en a 1,2 à 1,3 qui est naturel, et 0,2. Et alors évidemment, maintenant, les choses s'accélèrent.
Autre événement climatique, maintenant à plus courte période, c'est ce qu'on appelle la NAO, l'oscillation nord-atlantique. La NAO. Et le climat sur l'hémisphère nord, il oscille entre une NAO positive et une NAO négative. En période de NAO positive, les flux de tempêtes se dirigent vers l'Europe du Nord, donc le climat est relativement chaud, humide et orageux, alors que le climat méditerranéen, eh bien, il est caractérisé par méditerranéen au sens large. Nous, on est en climat méditerranéen ici. Méditerranéen au sens large, il est caractérisé par la sécheresse. Et en NAO négatif, c'est le contraire. C'est la Méditerranée qui est humide et il y a moins de tempêtes et un climat froid et sec sur l'Europe du Nord. Et ici, on voit jusqu'à 2000 bien les périodes de NAO positive, donc sécheresse sur la Méditerranée, et de NAO négative, humidité sur la Méditerranée. Alors, voici une courbe qui est poursuivie jusqu'à 2022 et où on voit que on est, depuis un certain temps, on est en période de NAO positive, donc sécheresse sur la Méditerranée. Et après la pluie vient le beau temps, après la sécheresse vient l'humidité. Donc il faut toujours, quand on parle de la sécheresse, la canicule, il faut aussi se replacer dans le contexte. Et la NAO, c'est le moteur du climat sur l'Europe, la Méditerranée et d'ailleurs le nord de l'Afrique. Alors le niveau de la mer, le niveau de la mer, il suit les températures et en particulier les grands âges glaciaires, tout simplement parce que quand il y a une calotte glaciaire sur l'hémisphère nord, sur l'hémisphère sud aussi, toute cette eau elle vient de quelque part, elle vient de l'océan, de la Méditerranée, et le niveau de la mer, il baisse d'à peu près 120 à 130 mètres. Donc on a la même chose, ici c'est le présent, là-bas c'est le passé. On voit le niveau de la mer qui est monté d'à peu près 130 mètres il y a 20 000 ans, brutalement, avec la température, jusqu'au niveau de la mer actuelle. Et qu'est-ce qu'on voit? Et ça, c'est quelque chose que qu'on enseigne dans les universités depuis 30 ans, on le sait, que le niveau de la mer actuel, il continue à monter, il doit naturellement continuer à monter. On sait que lors de tous les interglaciaires précédents, celui d'il y a un peu plus de 100 000 ans, celui d'il y a 300 000 ans, celui d'il y a 400 000 ans, on sait que le niveau de la mer est monté au-dessus du niveau actuel. C'est compliqué de mobiliser les gens et d'expliquer. Il faut du temps. Un tweet ou les 3 minutes d'un spot à la télévision, ça ne permet pas d'expliquer tout ce que je vous dis. Et donc, c'est un cercle vicieux, c'est un des gros problèmes de l'information scientifique. Et donc, voilà, le niveau de la mer, on sait qu'il doit monter entre 7 et 9 mètres par rapport au niveau actuel, parce que notre interglaciaire n'est pas fini. Et on sait que lors de tous les interglaciaires, le Groenland a complètement fondu à l'Antarctique. On sait que lors de tous les interglaciaires, l'ours blanc, il a disparu. L'ours blanc, c'est une variété de l'ours brun. C'est quelques gènes qui est adapté évidemment à la glace. Et dès que la calotte glaciaire disparaît complètement, dès que les glaces de l'Arctique disparaissent, dès que le Groenland disparaît, enfin tout au moins en termes de calotte glaciaire, l'ours blanc il disparaît. Donc c'est compliqué d'expliquer aux gens. On pleure sur l'ours blanc, mais de toute façon l'ours blanc, c'est pas vraiment une espèce, c'est une variété d'ours brun adaptée à la neige. Et de toutes les façons, quoi qu'on fasse, l'ours blanc va disparaître. Et quoi qu'on fasse,
le niveau de la mer va monter de 7 à 9 mètres. Alors est-ce que c'est dans 100 ans ou plutôt dans 500 ans ou dans 1000 ans? On ne le sait pas exactement. Évidemment, le plus tard possible. Parce qu'à Marseille, à Nantes aussi d'ailleurs, Au Sainte-Marie-de-la-Mer. au Sainte-Marie-de-la-Mer, on sera mal. Mais et le réchauffement climatique lié à l'homme, mais bien sûr que c'est une réalité. Mais alors là, il va monter de 24 mètres. Parce que l'Antarctique fondra plus qu'il ne devrait fondre. Donc, on a le choix entre plus 7 à 9 mètres, si on est raisonnable, et 24 si on n'est pas raisonnable. Ouais, c'est ça le problème. Comment voulez-vous expliquer ça dans un tweet? C'est compliqué, mais c'est ce qu'on enseigne évidemment à la faculté. Alors, il est inexact de dire, et ça, en fait, le GIEC ne le dit pas vraiment. Il dit, ça ne s'est jamais produit depuis 1850. Et les journalistes ou les lecteurs, parfois certains scientifiques, et Jean-Claude Boal avait raison de dire, certains scientifiques, ils ont aussi des torts. Il est inexact de dire ça ne s'est jamais produit. Ça ne s'est jamais produit depuis 1850. Mais par contre, eh bien, des changements beaucoup plus rapides se sont produits avant 1850. Aujourd'hui, les changements liés à l'homme s'ajoutent bien sûr aux changements naturels. Alors quand je dis les changements ont été plus rapides, mais on le sait, cette courbe, elle date d'il y a 20 ans. C'est la courbe de remontée du niveau de la mer depuis 20 000 ans, enfin depuis le dernier grand âge glaciaire. On voit des vitesses, tiens, il y a 14 000 ans, le niveau de la mer est monté de presque 4 mètres en un siècle. Alors, en ce moment, on est plutôt dans les 10, 20, peut-être 50 cm à la fin du XXIe siècle, peut-être 80, mais on n'est pas dans les 4 mètres. Et les écosystèmes, ils ont suivi, les espèces, elles ont suivi. Et oui, elles se sont adaptées. Le problème, c'est pas les espèces. Les espèces, le changement climatique, elles connaissent. Les écosystèmes, le changement climatique, ils connaissent. Ils ont connu bien pire qu'aujourd'hui. Le problème, c'est qui? C'est nous. Voilà. C'est nous le problème. Alors, voici maintenant pour les changements de la végétation. On voit souvent des articles de scientifiques qui essaient de faire eux aussi, pour leur carrière, c'est important, qui essaient de faire du scoop, du bling-bling, et qui disent ça remonte, ça change à une vitesse absolument inouïe, telle espèce de mésange, elle remonte en moyenne de 10 mètres vers le nord, de 10 mètres ou de 20 mètres par an. Vous vous rendez compte? Eh bien, la forêt, elle est remontée d'1 kilomètre par an. Ça a été un déferlement à la fin du dernier grand âge glaciaire. Ça a été un déferlement, le hêtre, le chêne, le sapin, etc. ont déferlé vers le nord à une vitesse supérieure à 1 kilomètre par an. Ça allait plus vite. Donc, jamais ça ne s'est produit. Mais vous rigolez. Ça a été une course folle vers le nord. La grande faune, les cerfs, les trucs comme ça, tout ceci était réfugié dans l'extrême sud de l'Europe. Et ça ne s'était jamais produit. Les inondations, on parle évidemment de la Roya, c'est dramatique, mais des inondations. Voici par exemple les crues. Alors ici, ce sont les crues du Rhône en Arles. Ici, on part de 1360. Alors la courbe noire ici, c'est lissé sur 200 ans, c'est donc, et la courbe rouge, c'est lissé sur 30 ans. Et de toutes les façons, qu'est-ce qu'on voit? Ben aujourd'hui,
il y en a moins. Ça ne s'était jamais produit. Ben oui, la crue historique du Rhône, elle est au XVIIe siècle. Alors évidemment, c'est avant 1850. Vous voyez, le GIEC qui ne met pas en perspective les données, une sorte de mensonge par omission. Il y a une expression en anglais, mais je ne vais pas faire de l'anglicisme, d'autant plus que je suis scruté par des spécialistes profs d'anglais ou anglais native. Donc voilà, les inondations, on en a plutôt moins en ce moment. Regardez, ça c'est... On est en Corse, dans le lit du Manganel. Regardez-moi ces blocs de plusieurs mètres de diamètre qui ont été roulés. Vous croyez, même lors des crues actuelles, vous croyez que c'est là qu'ils ont été roulés? Voici toujours en Corse le lit d'un torrent actuel. C'est un affluent de l'Asque. Ben, on a eu des crues colossales au début des interglaciaires, lors des débâcles glaciaires. Ça s'était jamais produit, des inondations comme ça? Ah oui, pas avant 1850. Enfin, pas depuis 1850. Ok. Ça, c'est un petit clin d'œil pour faire de l'humour. Là, on est en Catalogne. C'est un pont. Et là, c'est le pont de l'Autovia, l'autoroute. Et ici, c'est lors des pluies, des crues de juin 2000. L'un des tabliers du pont s'est effondré lors d'une crue exceptionnelle. Alors ça a été construit dans les années 1910. Et ça a été ajouté en 1990. Et la différence, souvent, c'est l'homme. Et oui, et le pont, les Romains, le pont de Vaison-la-Romaine, construit par les Romains, il est toujours en place. C'est l'homme et ses constructions. Et le nombre de morts, c'est évidemment, les anciens, ils ne construisaient pas dans le lit des fleuves. Et même les crues terribles qu'il y a eu en Allemagne en 2021 et qui ont fait 200 morts, ben, la crue était beaucoup plus faible que celle de 1804. Mais celle de 1804 n'avait pratiquement pas fait de morts, tout simplement parce que le lit de la Hare n'était pas construit. Et oui. Par rapport à la photo, comme on voit ici présent, comme tu le dis, à l'époque des Romains, ils auraient dû rester les architectes dans ce style-là si on ne voulait pas avoir d'accident. Alors qu'en le faisant dans la modernisation sans le style romain, on est toujours catastrophique. Exactement, et d'ailleurs le pont du Gard, construit par les Romains, lui aussi, il est toujours, malgré les crues. Alors, les incendies, on a tendance à considérer que les incendies aujourd'hui sont plus importants, on nous bassine, j'utilise pas le terme de bassine, bien que je n'en pense pas moins, on nous bassine avec les incendies historiques, etc. Or, la littérature, y compris le GIEC, nous dit bien les méga-incendies, il n'y a pas de preuve, parce que souvent les gens parlent du GIEC mais ne l'ont pas lu. Il faut le lire, hein, c'est un rapport, le résumé fait 20 pages, mais le rapport intégral fait 250 pages. Je l'ai lu, bon c'est mon boulot, hein, je suis pas payé pour ça puisque je suis à la retraite, mais je l'ai lu. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'il y a une seule région dans le monde où les méga-incendies sont peut-être en liaison avec le réchauffement climatique, c'est la Californie. Ailleurs, Australie, Europe, Grèce, c'est les pratiques humaines. Là, on est en Corse, oui, le lac de Crène, et qu'est-ce que l'on voit? Que, eh bien, la fréquence des incendies, elle a été maximale entre 8500 et 5500 avant notre ère, avant le présent, que
il s'en produisait avant que l'homme arrive en Corse. Il arrive vers 10 000 ans. Donc, elle a été maximale pendant cette période, puis elle a diminué, et puis elle a augmenté, puis elle a à nouveau diminué, puis elle a à nouveau augmenté, excusez-moi, puis actuellement elle a diminué. Et donc, il y a moins d'incendies. Et pourquoi il y a beaucoup d'incendies en Grèce et au Portugal? Là aussi, une bassine, tout simplement, c'est la gestion humaine. En France, on est l'un des pays d'Europe où il y a le moins d'incendies. C'est aussi parce qu'il y a une politique de prévention qui est très efficace. Détecter très tôt l'incendie et l'attaquer massivement. Et puis, il y a une politique d'urbanisation avec les PLU, les plans locaux d'urbanisme, l'interdiction, le mitage de l'habitat. Là, Portugal, Grèce, vous avez de l'argent, vous achetez un terrain, vous y construisez une maison, sans permis de construire d'ailleurs, ça n'existe pas, ou ce n'est pas en application. Et puis évidemment, les pompiers, quand il y a un incendie, eh bien ils défendent la maison isolée, et pendant ce temps, le feu, il progresse de façon incontrôlable. J'entendais à la radio, sur France Info, il y a quelques jours, une pauvre grecque qui avait une maison complètement isolée, et qui remerciait les pompiers. Alors évidemment, tous les terrains qui étaient autour avaient brûlé, mais grâce à leur action, ils ont réussi à protéger le cœur de ma maison qui a été un peu noirci. Et oui, j'ai envie de dire connasse. J'ai envie de dire, si tu n'avais pas construit, peut-être sans permis de conduire, de construire en plein cœur de la forêt, et bien peut-être qu'on aurait pu sauver la forêt, lutter contre l'incendie. C'est pas pour rien si les deux pays d'Europe, le Portugal et la Grèce, qui sont le plus frappés par les incendies, ben ce sont des pays où il n'y a pas cette politique d'urbanisme et d'interdiction des constructions isolées en pleine forêt. Voilà. Hein. Et au Canada, ben je ne sais pas encore les méga-feux actuels du Canada. J'aimerais savoir, pour le moment, je n'ai pas réussi à les trouver. Ben, comment ça se passe au Canada? Une chose est certaine, ce sont des forêts plantées par des forestiers pour faire du bois. Ce sont de façon industrielle. C'est la foresterie industrielle, comme nous on a l'agriculture industrielle. Et donc c'est des arbres plantés, une seule essence. Une forêt naturelle, ben, il y a un mélange, il y a des chênes, il y a des sapins, il y a des hêtres, etc. C'est des forêts monospécifiques à une seule espèce, destinés à faire du bois et encore du bois. Les arbres ont tous le même âge. Évidemment, on coupe à blanc et on replante complètement. Et évidemment, alors, ensuite, quelle est la situation de l'habitat avec l'ultralibéralisme américain et canadien? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas encore si ça rentre dans le schéma que je vous ai dit. Donc, le réchauffement et les canicules, bien sûr, mais aussi et surtout l'urbanisation désordonnée et le mitage, la synergie feu qui sont remplacés par du maquis, des arbres incendiaires comme les pins. Nous en Provence, ça devrait être des chênes. Et les chênes, en particulier le chêne liège, ça brûle très peu. Les pratiques agricoles et pastorales, l'appropriation frauduleuse des terres, imprudence et malveillance, 9/10 des incendies en France sont dus à des imprudences ou à des malveillances. Alors bon, il faut que j'avance un peu. Donc, ben voici un exemple naturel. Ici, on est en Corse, vous reconnaissez ici mon épouse, et vous reconnaissez peut-être ici un animal familier. Et ici, nous avons, alors il est très gros, hein, c'est un diamètre absolument incroyable, c'est un très vieux chêne qui meurt, qui date de l'épisode chaud du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'il a probablement 700 ans, il est en train de mourir. Et vous avez un tas, ben, c'est la forêt naturelle. Ici, c'est du hêtre, ici, c'est de l'ariche, ça, c'est du sapin, là, vous avez de l'érable, là, vous avez du frêne, et etc., etc.
c'est une forêt naturelle et le climat a changé. Cette forêt de chênes, là, c'est lors de l'épisode chaud du Moyen-Âge qu'elle s'est développée. Et maintenant, on a retrouvé un épisode chaud similaire. Et nous avons des jeunes chênes qui ont en général moins de 100 ans. En voici quelques petits exemplaires dans la vallée du Fumorbe en Corse. Donc le climat a commencé à changer du fait de l'homme. Nous n'en sommes qu'au début. Mais cela risque d'être irréversible, et le GIEC le dit très bien, et il a tout à fait raison. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nos émissions de gaz à effet de serre, pour ce qui concerne le CO2, elles n'ont pas commencé à diminuer. Malgré toutes les belles paroles, toutes les réunions, là, vous avez une courbe du CO2, des gigatonnes de CO2 rejetées par an. Ici, j'ai positionné le sommet de la Terre à Rio, j'ai mis le protocole de Kyoto, les accords de Copenhague, le sommet de la Terre 2012 de Rio. On s'arrête sur cette courbe qui date de 2017. J'ai pas mis les accords de Paris parce que la courbe est antérieure. Moi, j'utilise ce que je trouve dans la littérature. Voilà. Donc, le climat a bien commencé à changer. C'est vrai. Mais pour le moment, c'est ce que je disais hier, on n'a pratiquement rien vu. On est tout à fait dans le début. On est comme cette voiture qui est en train de rouler et qui commence à déraper. La première seconde, la déviation est insignifiante et on est dans cette situation actuellement. On n'a encore rien vu. Le pire est devant nous. Ça commence. Alors évidemment, il faut s'en préoccuper. Mais il ne faut pas attribuer tout et n'importe quoi. Dans un excellent ouvrage, et le MNLE a été l'un des pionniers à parler du changement climatique. Le MNLE, grâce à Guy Léger, était présent au sommet de la Terre de Rio. Donc, je le dis, il ne faut pas attribuer tout et n'importe quoi. Dès qu'il y a une crue un peu forte, il y en a eu, c'est une crue centenale. Dès qu'il y a une canicule un peu forte, une sécheresse un peu forte, tout n'importe quoi. Il y avait un journaliste de France Info qui interviewait un brave producteur de noix. Cette année, il y a surproduction. Et il demandait au producteur de noix, est-ce que vous pensez que cette surproduction de noix qui a fait chuter les prix, évidemment, est-ce qu'elle est due au changement climatique? Et un paysan intelligent, il a détourné il lui a pas dit, non. Il a détourné la conversation, il a parlé d'autre chose, il n'a pas répondu à sa question. La sagesse paysanne est finalement plus importante. Et ça, c'est l'image suivante. Nous, pour le moment, nous en sommes là. Et nous perdons le contrôle, et c'est évidemment ce dont il est question aujourd'hui. Alors, il y a des preuves du changement global. Voilà, je ne sais pas si c'est de très bon goût, mais bon. C'est un peu sexiste, hein. C'est pour ça, j'ai dit, je ne sais pas si c'est de très bon goût, mais enfin bon, voilà. La preuve que le changement climatique existe. Actuellement, et ça c'est une figure, ce qu'on appelle les grands tueurs d'espèces, les grandes menaces sur la biodiversité, et ça a été établi en 2016 à partir des données de l'IUCN, l'Union internationale de conservation de la nature. Qu'est-ce qu'on voit en tête en nombre d'espèces menacées? La surexploitation, dont la surexploitation des forêts, la chasse, la pêche, etc. Ensuite, l'agriculture.
céréales, bétail, bois. En troisième, l'urbanisation. Et en quatrième, les invasions biologiques, les espèces introduites. On connaît beaucoup. Les cafards, les rats sont des espèces introduites, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. En cinquième, la pollution. Vous interrogez quelqu'un dans la rue, vous lui dites quelles sont les principales menaces sur la biodiversité. Il vous dit 1, le changement climatique, il a bien entendu. 2, la pollution. 3, il va dire les microplastiques. Ben non, la pollution, ça l'a été. Mais grâce aux stations d'épuration, le Rhône était un égout à ciel ouvert. Et la baie de Marseille, on risquait pas de se baigner en 1950 dans la baie du Prado, au milieu des étrons et du papier journal. Donc, la pollution, grâce à nos efforts, dont le MNLE, eh bien, ça a diminué. Et grâce à la législation aussi, au droit. Parce que il faut en parler du droit. On ne peut pas se passer du droit. La modification des écosystèmes et le changement climatique, il vient en dernier. Pour le moment, lui, il va faire son chemin vers la gauche. La pollution, elle va probablement continuer à faire son chemin vers la droite. Donc, l'image que se font les gens en fonction de la communication dominante n'est pas forcément la meilleure. En milieu marin, les 3 grands, c'est la surpêche, l'artificialisation du littoral et les invasions biologiques. En milieu terrestre, les 3 grands, c'est la surexploitation, dont la déforestation, la chasse, etc. 2, c'est l'agriculture évidemment industrielle. Et 3, l'urbanisation. Bref, c'est pas du tout, vous faites un micro-trottoir, c'est pas du tout ce que les gens imaginent. Alors maintenant, quelques mots sur la restauration de la biodiversité. Le ministère de l'Environnement en France a une politique de restauration brutale par l'homme, avec des bulldozers, des choses comme ça. Et en fait, c'est un remède pire que le mal. Et c'est une cause supplémentaire d'impact humain à toutes celles dont j'ai parlé. Et évidemment, c'est une aubaine pour les bureaux d'études et les cabinets d'ingénierie qui, évidemment, les solutions douces, eh bien, ils ne connaissent pas. Et dans la plupart des cas, nos interventions pour restaurer la nature font plus de dégâts que les pires des impacts humains. Il y a un proverbe, un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et puis, évidemment, là où il y a du fric, il y a des vautours, et je les ai déjà nommés. Les technocrates du ministère de l'Environnement et de ses agences, eh bien, ils nous racontent « Je ne veux pas financer les associations, un ramassis de pisse froid sans ambition », le MNLE, pour prendre un exemple au hasard. « Je ne m'intéresse qu'à de grands projets. Je ne veux plus parler aux écologues. Je ne travaille désormais qu'avec des ingénieurs. » C'est une phrase vraie. Je peux vous donner le nom de ce responsable de l'agence de l'eau, Provence, Méditerranée, Corse, qui a dit ceci. Il a dit, il est venu faire une conférence dans un de nos amphis à Lumini, et devant un auditoire consterné, c'est exactement ce qu'il nous a dit au nom de l'agence de l'eau. Au niveau des ministères, ce qui a beaucoup dévié, c'est l'agencurisation. C'est-à-dire qu'à la place des services du ministère où il y avait des gens qui savaient faire des choses et qui avaient des formations, etc., il y a des agences et des bureaux d'études. Oui. Et ça, c'est mais oui, c'est ça. un des gros problèmes. Ben oui, mais tu as tout compris. Ouais. Tu as tout compris, donc ça me fait plaisir quand il y a des interventions comme ça, parce que je ne suis pas tellement un pisse froid, je dis quand même des choses que d'autres également ont recensées. L'État privilégie des projets pharaoniques et les résultats sont souvent négligeables quand ce ne sont pas des escroqueries
Oui. T'as bouffé le truc. Tu n'as pas fini de te citer. Comment? Tu n'as pas tout cité ce que tu as dit. Oui. Exactement, exactement. Voilà, mais comme c'était à l'écran, je suis obligé de me relire, puisqu'en plus c'est moi qui le dis. Voilà. Je peux passer? Merci Christian. D'insister sur la qualité de ce que je dis. Et pareil, on a un exemple. C'est un projet qui s'appelait, je ne vais pas vous le détailler, je ne vais pas tout le lire, Graines de mer, un bureau d'études de Montpellier, qui voulait élever des posidonies dans la région de Montpellier, où il n'y en a pas d'ailleurs, qui voulait les élever pour produire des fruits, comme si la posidonie n'en produisait pas naturellement, afin de replanter des herbiers de posidonie en Méditerranée à partir de fruits produits en aquarium. Le projet, je crois, était à 500 000 euros. 500 000 euros, le MNLE, il ne dirait pas non. Hein. Il est où le trésorier? Il ne dirait pas non. 500 000 euros. Évidemment, il n'y a eu aucun rapport d'avancement communicable. Ça s'est cassé la figure au milieu, mais ils sont évidemment partis avec le magot. Voilà. Voilà le genre d'exemple. Et savez-vous qu'ils ont reçu le grand prix du ministère de l'Environnement, le grand prix pour 1900, pour, je ne sais pas si je le dis, non, je ne sais plus si c'est 2014, le grand prix 2014 du ministère de l'Environnement. C'était avant que le projet capote. Alors on fait des nurseries dans les ports, ça leur plaît. Alors voilà, on couvre le port de grillage, ça c'est un quai à l'intérieur pour les protéger des juvéniles de poissons contre la prédation. C'est naturel, la prédation. Et effectivement, on y trouve, je crois, 2 fois plus d'espèces, c'est des espèces banales qui ne sont pas du tout menacées. De toutes les façons, dans les ports, elles sont peut-être contaminées. L'efficacité n'est pas démontrée. Ça, c'est dans un parc national, le parc national de Port-Cros. Alors, c'est des récifs artificiels oursins qui sont mis en place dans le port de Porquerolles. 80 000 euros, là, c'est plus raisonnable. Encore que, monsieur le trésorier, 80 000 euros, le MNLE ne dirait rien contre. Bon. Là, c'est un projet financé par l'Agence de l'eau. C'est pour protéger la cymodocée. Et alors, dans la lagune du Brusque, la cymodocée, c'est une espèce favorisée par le changement climatique qui n'est pas du tout menacée. Mais bon, peu importe. Pour la régénérer, elle se régénère toute seule, elle pousse très vite. Dans la lagune du Brusque, effectivement, localement, elle a disparu. Un écologue, il aurait dit, mais pourquoi elle a disparu? Là, tout de suite, l'Agence de l'eau finance un projet, je crois que c'était à 100 000 euros, pour la réimplanter. Et malheureusement, dès qu'ils ont réimplanté, la nuit suivante, il n'y a plus rien. Tout a été bouffé. Alors ils disent eux-mêmes, c'est les saupes, c'est un poisson herbivore, et elles aiment beaucoup la cymodocée. Alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont mis en place des cages. Alors là, le couvercle est relevé, là, en avril 2018. Effectivement, là, on a relevé le couvercle, la cymodocée s'est développée, et en août 2018, ça pousse très vite, la cymodocée, c'est du chien d'or pratiquement, c'est pas menacé du tout. Évidemment, tout couvert, mais dans une cage. Pourquoi pas s'occuper d'abord des causes? On sait que c'était parce qu'il y avait surpâturage. Alors pourquoi y a-t-il prolifération des saupes? Un poisson herbivore qui n'est pas très apprécié par les consommateurs. C'est bon quand c'est mangé frais, avec du pastis, du Ricard dessus. Mais bon, voilà les projets. Ça c'est dans la baie de Marseille, à la Pointe-Rouge 2004, une opération de réimplantation des posidonies par une association très sympathique par ailleurs, comme sont souvent des associations. Et l'opération est soutenue par la ville de Marseille. Et dans le secteur choisi, eh bien, la régression naturelle des posidonies n'avait pas disparu. Et la ville de Marseille m'avait demandé
une étude pour dire si on faisait des réimplantations un jour dans la baie du Prado, où faudrait-il les faire? Eh bien, on avait déterminé le site optimal, là où les causes de la régression ont cessé d'agir. Alors évidemment, la ville de Marseille, c'était du temps de Jean-Claude Gaudin, je ne me souvenais plus de son nom. Merci. Merci Christian. Voilà, donc évidemment ils utilisent des cadres en béton. Évidemment ça n'a pas pu marcher, mais soyez certains que ces cadres en béton et ces grillages, ils sont toujours sur le fond, parce qu'ils ne sont pas biodégradables. C'est de la grande écologie de la restauration. Il y a eu un très beau succès médiatique, la Provence et tout, mais c'est un gadget à l'opposé de tout le corps de l'écologie moderne. Voici la première page de la Provence, l'association s'appelait les Jardiniers de la Mer. Bon, je passe. Là maintenant, Monaco. Là, on est dans une opération, je le dis pour monsieur le trésorier, une opération à 1 million d'euros. 1 million d'euros. Madame la trésorière. 1 million d'euros. Madame la trésorière, 1 million d'euros. On sait pas faire. Et évidemment, c'était pour... ils ont détruit le seul herbier de Posidonie qu'il y avait à Monaco pour construire leur quartier flottant sur des coffres et tout. Alors, pour 1 million d'euros, de toutes les façons, vu les bénéfices du quartier flottant, 1 million d'euros, c'était un paquet de cacahuètes. Et donc, ils ont donné 1 million d'euros à un bureau d'études montpelliérain. Je n'ai pas mis l'image du vautour, mais j'aurais pu le mettre, qui a fait des transplantations des posidonies. Alors, vous les voyez dans des grands sacs. Et ici, lors du transport, et là, vous voyez les mottes de posidonie. Alors, ce sont des grues. Et ils les ont mises sur des fonds de sable où elle n'est pas naturellement représentée. Et si elle n'y est pas, c'est qu'elle ne peut pas y vivre. Les phénomènes de compensation, c'est nous qui les payons. Hein, mais bien sûr. Bon, à Monaco, c'est peut-être pas nous, mais encore que fait le prince? Et alors, oui. Excusez-moi. Et alors, oui, comme même chose que pour la Cimodocée tout à l'heure, là où ils les ont mis sur ces fonds de sable, c'est pas pour rien qu'il n'y en a pas. Eh bien, les posidonies se font bouffer par les saupes encore, un poisson herbivore. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour essayer de lutter contre ça? Alors là, ils ont mis des posidonies artificielles que vous voyez ici. Donc, vous voyez des cadres en béton, vous voyez du béton partout, des cadres en béton. Et ça, c'est censé être des posidonies artificielles. Alors, un flotteur avec une corde sur lequel il y a des algues qui vont se développer. Là, vous avez encore des posidonies artificielles en plastique. Et ils ont... Alors ça tient. Là, ça marche. Posidonie. Non, mais je rigole, mais on rigole. Mais c'est avec notre... Enfin, là, c'est pas notre argent. C'est l'argent des milliardaires, mais... Et qui ruisselle. Il ruisselle puisqu'il arrive dans un bureau d'études de Montpellier. Donc cet argent nous profite quelque part. Ça, c'est une image de cauchemar de réimplantation de posidonie sur des cadres en béton. On a pavé le fond de la mer de cadres en béton. On ne sait pas si ça marchera, mais le béton, lui, ça marchera. Il existe aussi des méthodes de restauration soft, efficaces, justifiées. Voici quelques exemples. Par exemple, le retrait, il y aura peut-être naturellement un article là-dessus, le retrait des filets de pêche abandonnés. Vous voyez ici une de mes collègues, Sandrine Ruiton. Vous avez la réimplantation d'algues marines, mais manuellement par des plongeurs, avec de la colle, une colle sous-marine, et on colle, vous les voyez ici, et puis ça marche. Vous avez, alors là c'est du béton, mais pour la bonne cause, c'est les récifs anti-chalut qu'on a mis en place devant Caril-Rouet pour empêcher le chalutage illégal des zones infralittorales, là évidemment. Alors c'est fait avec des
poteaux électriques EDF recyclés, que vous voyez ici à terre avant immersion. Vous avez la reconstitution des dunes par la mise en place de ganivelles. C'est des solutions douces, des solutions naturelles pour reconstituer la dune. En général, la nature fait les choses mieux que l'homme. En anglais, je le laisse prononcer. Let's nature be natural. Laissons naturellement, le nom de notre journal, laissons la nature être naturelle. Voilà. Ensuite, j'ai un petit diaporama. J'en termine avec celui-ci. Je vous en avais parlé, 2 exposés qui se suivent. Alors là, c'est préparé avec Michel, que vous connaissez. Pour un temps, elle a abandonné sa bestiole. Et donc, le Dust Bowl, c'est une tragédie écologique, économique et sociale dans les USA des années 1930. Et quels sont les enseignements? Alors, peut-être que la plupart d'entre vous n'avaient jamais entendu parler. Beaucoup d'entre vous, qui en avait entendu parler du Dust Bowl? Elle par moi, toi, on a quand même, voilà, et toi. Voilà, et donc, c'est peut-être intéressant en ces temps où l'agriculture industrielle nous pose problème. Et alors, le bison d'Amérique, le voici, et ce bison d'Amérique, eh bien, on avait tout le centre-sud des USA était autrefois une immense prairie parcourue par 100 millions de bisons, et c'était la ressource, l'une des ressources de base des Amérindiens. Voici Buffalo Bill, le célèbre chasseur de bisons au XIXe siècle, et lors de la construction de la route 66 et du chemin de fer vers la Californie, eh bien, les colons ont envahi les prairies du centre-est, Texas, Kansas, Missouri, Oklahoma, et donc un certain nombre de chasseurs de bisons comme lui ont été rémunérés pour exterminer les bisons, et c'était un moyen évidemment pour chasser les Amérindiens, et à tel point que l'espèce est au bord de l'extinction. À droite, vous voyez une pyramide de crânes avant broyage pour en faire des engrais pour l'agriculture. Bel exemple de recyclage et d'économie circulaire. Et ensuite, quand il n'y a plus de bison, Buffalo Bill, il s'est recyclé dans le spectacle et il a une sorte de spectacle de cirque avec des soi-disant indiens. Je crois que la fille qu'on voit ici, elle s'appelle Giuseppina Morlacchi, un nom typiquement amérindien. Un peu corse, hein. Ou italien. Donc il est passé à Paris, il a eu beaucoup de succès. Hein. Il est venu en Camargue aussi. Non, oui, ben voilà. Hein. Et donc, voilà les grandes plaines du centre-sud des USA. Et le climat des grandes plaines, c'est une alternance naturelle. On retombe sur ces alternances d'épisodes secs et d'épisodes humides. Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, on a un épisode humide. Et les colons le transforment en un gigantesque champ sur des centaines de kilomètres. Il n'y a plus un arbre, pas une haie, pas une clôture. Les premiers tracteurs qui remuent le sol en profondeur. Et pour un écologue, évidemment, et j'en fais partie, c'est un cauchemar. Malheureusement, année 1930, eh bien, la sécheresse revient. À l'époque, on ne parlait pas du changement climatique. Aujourd'hui, on aurait dit un effet du changement climatique. La sécheresse revient. Le sol qui n'est plus protégé par la végétation, même sèche, de la grande prairie, il est entraîné par le vent. Un colossal nuage de poussière et un colossal désastre. J'ai pas mis un K à colossal. Voilà à quoi ça ressemble, ce nuage de poussière. Ici, on est au Texas. L'orage dust storm, l'orage de poussière qui approche de Spearman, au Texas. Voici une autre ville avec le nuage de poussière. C'est un cauchemar.
comme un volcan, comme une nuée ardente. Voici le nuage de poussière ici. On est dans le Kansas, le 6 mai 1935. Et après le passage de la tempête de poussière, vous voyez ici les roues d'une charrette. Vous voyez, ça a l'air d'être un véhicule d'époque. C'est 1939, c'est d'ailleurs la fin de l'épisode. Et évidemment, c'est un désastre humain, écologique et économique. Il n'y a ni indiens, ni bisons, ni prairies, ni récoltes. Les récoltes sont détruites à 100%, vous devinez, ça ne vous étonne pas après avoir vu les images. 3 millions de paysans ruinés fuient vers l'ouest, en général vers la Californie. Et un convoi d'Apocalypse le long de la route 66, qui aujourd'hui est mythique, et les gens qui l'empruntent ne savent peut-être pas le drame que ça a représenté. On a des réfugiés donc à l'intérieur des États-Unis qui fuient avec des vieilles guimbardes en emmenant tout ce qu'ils peuvent emmener. Ici, ils sont arrivés en Californie. Ici, c'est une image de l'Exode devant le mur de poussière. Là, vous voyez ceux qui ont une voiture. Là, c'est des réfugiés au Texas. Une photo de Dorothée Lange. Ça, c'est... Voilà. Les réfugiés. Ceux-là viennent du Missouri. Vous avez une mère, on ne voit pas très bien, elle a mis un petit tapis sur le sol. Vous avez un bébé qui est là, vous voyez le chargement de Romanichel, comme on dirait. Voici une image aussi qui est très connue d'ailleurs. Un malheur n'arrive jamais seul. Le krach boursier du 24 octobre 1929. Là, vous avez la fermeture de ses portes par une grande banque américaine en juin 1931. C'est le tsunami boursier qui va se déployer à l'échelle de la planète. Panique à Wall Street. L'assistance alimentaire. Ben oui, on se croit en Afrique, ben non. On croit d'ailleurs que c'est l'écroulement du capitalisme, ben non. Le capitalisme américain a survécu, et il a survécu en particulier grâce à un président de gauche, enfin de gauche comme on dit aux États-Unis. C'est un démocrate, Franklin Roosevelt, qui tente de limiter la casse avec des lois, l'assistance sociale, c'est ce qu'il a appelé le New Deal. Et comme un siècle plus tard, sous Barack Obama, eh bien, les juges de la Cour suprême sont absolument les 4 fers en avant pour s'opposer aux lois qu'il fait voter. Ils censurent les lois ou ils les ferment. Et une citation, une nation qui détruit ses sols s'autodétruit. Et c'est l'actualité. C'est pour ça que c'est intéressant parfois de faire un peu d'histoire. Quels enseignements en tirer? Eh bien, les sécheresses sont un processus cyclique naturel en Amérique du Nord, comme partout. Mais les pratiques agricoles l'ont transformé en désastre écologique et humain. Toute allusion à des choses qui nous intéressent serait déplacée. Un président démocrate a permis de limiter la casse sociale, contrairement aux arrogants colonialistes anglais en Irlande, lors de la grande famine d'Irlande. Ils avaient fait d'une espèce invasive, c'est un champignon de la pomme de terre importé des États-Unis, le pire désastre humain de l'Europe du 19e siècle. Comme disait, c'est un bas en substance, c'est des citations tirées de la Chambre britannique. Et oui, les Irlandais sont des feignasses, ils n'ont qu'à travailler, et évidemment la famine, c'est parce qu'ils étaient feignasses, c'était des ivrognes aussi, ils buvaient au lieu de cultiver.
Et donc, il y a eu, sur 7 millions d'habitants, 1 100 000 morts, 1 800 000 de bad people, dont les ancêtres de Kennedy. Voilà. L'homme a toujours cherché des boucs émissaires pour se venger de la nature naturelle ou expier ses erreurs de gestion. Dans un passé proche, il n'y a pas qu'en Iran qu'on lapide des femmes, ou en Arabie Saoudite. Dans un passé proche, on brûla des milliers de sorcières en France. Le pic se situe sous le règne de Louis XIV. Et quand on étudie au lycée, je ne sais pas s'il y a des professeurs d'histoire parmi vous, quand on étudie au lycée le siècle de Louis XIV, on parle rarement des bûchers dans lesquels ont péri des centaines, des milliers à l'échelle de l'Europe de sorcières ou soi-disant sorcières. Et les protestants. Comment? Et les protestants, avec Louis XIV. Bon, les protestants, eux, on les avait laissés s'enfuir. Voilà. Évidemment, en ces temps-là, pour une femme, il valait mieux ne pas être trop belle, ou trop moche, ou trop originale. Hein? Et évidemment, on avait vite fait d'être désigné par le clergé ou le peuple, les voisins et tout, comme sorcière, et évidemment. C'était surtout le fait que beaucoup de ces sorcières, entre guillemets, je dirais, avaient une connaissance transmise de famille des plantes. Et ça s'appelait les simples, les plantes médicinales. Et le fait, elles avaient le pouvoir de soigner, et ça dérangeait énormément l'Église. Alors évidemment, les potentats de cette Église maudite-là... Mais il ne faut pas dédouaner non plus le peuple qui avait étoffé, qui venait assister au spectacle extraordinaire d'une belle blonde en train de brûler. Alors, évidemment, pour en revenir au Dust Bowl, les pratiques agricoles ont été modifiées. Hein, ça ne s'est plus reproduit, alors qu'il y a eu de nouveau des sécheresses. On a tiré les leçons. Les cultures se font le long des courbes de niveau. On a créé des zones boisées. On a fait une alternance entre types de cultures, dans le temps, dans l'espace, etc. Bref, on a su adapter les pratiques agricoles. Là aussi, si on pouvait en tirer un exemple dans des problèmes qui nous concernent. Alors évidemment, il est simple, populiste, d'accuser le changement climatique, qui est bien réel, mais il n'explique pas tout. Les pratiques agricoles demandées par la FNSEA et acceptées généreusement par l'État ne sont-elles pas la première cause? Les méga-bassines, la culture du maïs, la déforestation, etc., etc. Et merci. Merci à vous. Merci. Voilà. Et maintenant, j'ai été... Comment? C'est des questions. J'ai été raisonnable dans le temps, comme vous le voyez. 1 heure pour les 2 exposés, sans aller trop vite. Et nous avons donc du temps pour des questions, tout au moins celles qui n'ont pas été spontanément émises pendant l'exposé. On a du temps, on a une demi-heure. On a une demi-heure. Donc, après, il y a un deuxième intervenant qui est Christian Chassot. Et il y a la petite pause au milieu, donc une demi-heure. Voilà. À 3 minutes chacun, ça fait quand même quelques je vous accorde même plus de 3 minutes. Non. Parce que 3 minutes, c'est un peu... Non. Il y a un modérateur du temps, c'est 3 minutes. Mais pas la panique. Levez la main pour prendre le micro. Allez, Bon. allez, on prend les esprits. 3 minutes. L'auditeur qui répond, on va... Lucien, en premier. J'ai eu une information ce matin-là, parce que je suis avec quelques trucs. Le problème, c'est qu'il y a toujours des doutes sur les informations par les réseaux sociaux et par certaines agences qui grossissent beaucoup les événements. Mais tout de même, il y a une inquiétude par rapport à l'Antarctique là, qui se développe sur une fonte qui n'avait pas prévu subite des glaces de l'Antarctique, liée notamment à
a un problème sur le trou d'ozone qui est au-dessus de l'Antarctique, qui dure une certaine période. Donc le trou d'ozone, là, sa période est plus vaste, donc du coup les UV pénètrent plus. Du coup, il y a une accélération de la fonte des zones antarctiques. Donc je voulais savoir ce qu'il en est, les influences par rapport à, on va dire, à l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, les interactions entre les deux hémisphères. C'est un peu compliqué, mais bon. Alors, non, la question n'est pas compliquée. Je n'ai pas lu spécialement cette information à laquelle tu fais allusion, mais ce que je peux dire, c'est que l'Antarctique a vocation à fondre, non pas complètement, mais partiellement, de façon naturelle, de même que le Groenland a vocation à fondre complètement et l'Arctique, les glaces de mer de l'Arctique, à disparaître complètement. Comme je l'ai dit, hein, c'est malheureusement, ça c'est naturel. Le non naturel, ça va être effectivement une fonte plus importante que normale de l'Antarctique. Car l'Antarctique, normalement, se maintient l'Antarctique, les glaces de l'Antarctique se maintiennent normalement lors des interglaciaires. Et effectivement, le gros problème, c'est bien la fonte accélérée, plus que normale, de l'Antarctique. Et donc, quelles qu'en soient les raisons, le trou d'ozone, le changement climatique, etc. Alors, parfois, dans les médias, ils redécouvrent un peu la roue ou le silex taillé, quoi. Hein. Oui. Là, j'entendais, parce qu'il y a une publication qui est sortie dans Science le mois dernier, dans laquelle il confirmait qu'il y a 400 000 ans, lors donc d'un interglaciaire relativement plus ancien, il confirmait qu'il y a 400 000 ans, le Groenland et les glaces polaires avaient complètement disparu. Ce que j'enseigne depuis 30 ans, c'était une confirmation. C'est toujours mieux d'avoir une confirmation avec une nouvelle méthode, parce qu'évidemment les méthodes sont toujours indirectes, on n'avait pas de thermomètre il y a 400 000 ans. Donc c'est toujours intéressant d'avoir une confirmation. Mais transformé sur France Info, ça devient... les scientifiques américains viennent de découvrir quelque chose d'absolument incroyable, que le niveau de la mer a monté de plus de 7 mètres ou 9 mètres il y a 400 000 ans, lors d'un interglaciaire. Ça nous interroge, etc. Moi, ça fait 30 ans, depuis 1990, qu'on sait ça, et que je raconte ça dans mes cours d'écologie, etc. Donc, évidemment, ça m'a amusé en me disant, ils ont redécouvert le silex taillé. La publication est tout à fait sérieuse. Elle a utilisé une nouvelle méthode, elle confirme. Les journalistes ne lisent pas trop bien l'anglais, donc les nuances qui peuvent apparaître dans l'introduction, dans la conclusion, leur ont peut-être échappé, mais voilà. C'est pour ça que je me méfie un peu des informations, de ce genre d'informations. Ce que je peux dire, c'est que la fonte du Groenland, ça, c'est un gros problème, et c'est ce qui nous attend avec le changement climatique. Voilà. Les Vikings, ils avaient trouvé un Groenland, un pays vert. Hein. Les Vikings, mais enfin, c'était un peu comme aujourd'hui, c'est en l'an 1000. Et donc en l'an 1000, c'est la période chaude de l'an 1000, que certains appellent d'ailleurs la période chaude des Vikings. Maintenant, on l'appelle la période chaude médiévale, mais certains l'appelaient au début la période chaude des Vikings. C'est en l'an 1000, effectivement. Ils ont trouvé un Groenland vert, puis que Groenland, ça veut dire terre verte en norvégien. Alors, oui, honneur aux dames. Sur les parcs marins, Madame Paoli. J'ai deux questions. Il me semble que les parcs marins, c'est une bonne chose. Mais évidemment. Il faut préserver la zone sans intervention de l'homme, avec béton, etc., des choses artificielles. Première question, alors. C'est vraiment une bonne chose, les parcs. Ça préserve la biodiversité et il y a multiplication des poissons. Ceux qui voient, qui font les plongeurs, disent
que c'est plus riche, les parcs marins dans notre région. Et la deuxième question, c'est sur les montagnes. Je m'assieds un peu parce que Oui, là, 1 heure debout. Et la deuxième question, c'est plutôt sur les montagnes. À échelle humaine, à notre échelle humaine, en 50 ans, on a vu le glacier des Bossons complètement disparaître. Parce qu'il est encore cet été et cet hiver surtout, disparaît. Et alors hier, il y avait une information, tu sais, disant que 70% des stations, il va falloir se réadapter, parce que 70% des stations de montagne risquent de disparaître, ne plus avoir le tourisme d'hiver, par exemple. Il y a beaucoup de stations qui ont déjà fermé, qui ont déjà démonté les tire-fesses, les téléskis, etc. En France. Donc il va falloir une adaptation. Là, ça touche le fric, parce que les stations, elles ont beau mettre des canons à neige à 2000 mètres, 2000 mètres des canons à neige, 2003. Et puis, voilà. Pour la gestion de l'eau, pour la gestion de l'eau, c'est absolument une idée de génie. Une hérésie, oui. Alors, il y a plusieurs questions dont tu as parlé. La première question, c'est les aires protégées, les parcs nationaux, en particulier les aires marines protégées. Évidemment, c'est très bien. Ce sont d'ailleurs des solutions basées sur la nature qui sont simples. Hein. On évite ou on réduit de façon significative un certain nombre d'activités humaines dans des limites raisonnables, c'est-à-dire par exemple la pêche artisanale. On peut la réduire sans l'interdire complètement. C'est ce que nous faisons dans le parc national de Port-Cros. Et on est critiqué. J'ai été insulté dans une tribune du Monde il y a quelques années par une association d'écologie politique dont le responsable était venu à Port-Cros. Il avait vu des bateaux de pêche. Et alors, il avait fait une tribune. Mais c'est quoi ce scandale ? Dans un parc national, il y a de la pêche. Ben oui, il y a des pêcheurs, et c'est comme pour les ouvriers de Gardanne, c'est comme, il y a des pêcheurs, et ils ont aussi une famille à nourrir, et évidemment, l'intérêt de la gestion d'un parc national, c'est souvent d'interdire la pêche artisanale seulement sur des secteurs particuliers qui permettent de repeupler le reste, ou de la gérer intelligemment. C'est le cas à Port-Cros, où les mailles de filets ont été agrandies pour prendre moins de poissons, où des contraintes strictes ont été mises en place sur les heures de Calais pour empêcher les filets de rester des jours et de pêcher pour nourrir les charognards, comme ça se passe souvent. Enfin bref, toute une série de contraintes ont été mises en place. Et avec ces contraintes, à Port-Cros, eh bien, les prises par jour des pêcheurs sont supérieures à ce qu'elles sont en dehors, tout simplement parce qu'on a permis la reconstitution du stock. Et donc, le bénéfice qu'on peut tirer d'un stock plus important, le bénéfice est plus important. Et donc on pêche mieux, et plus à Port-Cros. Donc, avec la formule que j'utilise, très, très sarkozienne, pêcher moins pour pêcher plus. Et donc, voilà. Et donc, effectivement, à Port-Cros, alors, évidemment, je me suis fait incendier. C'est quoi ces soi-disant protecteurs de l'environnement bref. Donc, oui, ça marche avec des solutions douces, des solutions de gestion des activités humaines, d'interdiction raisonnée. On n'interdit pas pour interdire, on fait bien attention à ce qu'on fait. Donc, ça marche. Les parcs nationaux, ça marche. Les aires marines protégées. Et, cerise sur le gâteau, l'homme en profite. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? On croirait que c'est bidouillé ce que je vous raconte. Ben non. Attends, il y a Martel et après. Voilà. Donc, voilà, bon.
Allez. Mais question peut-être un peu naïve. Hier, on a beaucoup. Mais non, t'es pas naïf. Tu es tout sauf naïf. La question, pas moi, mais on a beaucoup marché sur les hauteurs de Marcillac hier, et notamment dans ce qu'on croyait être des chemins qui en fait étaient des zones où on a enlevé des vignes, des rangs de vignes. Alors, et sur plusieurs hauteurs, de façon importante, est-ce que on pourra vérifier les raisons pour lesquelles ils les ont enlevés? Ah, je ne sais pas, mais ce serait certainement intéressant. Quand on va à Rodez, ils vont peut-être. Peut-être qu'à Rodez, ils nous diront. Voilà la question. C'est probablement une question de gestion, et effectivement, dans la production de vin en France, et pas uniquement ici, ça a été le cas dans le Languedoc, partout, eh bien, une politique de produire moins pour produire mieux, et d'avoir peut-être produire moins de vinasse, mais surtout moins de piquettes et plus de bons vins. Et donc effectivement, ça répond peut-être, en espaçant effectivement les vignes, ça répond peut-être à cette stratégie. Mais en tout cas, effectivement, produire moins pour gagner plus. Le raisin était très bon. Ah, c'était du chapardage. D'abord notre ami de Béziers qui se présente, et après à toi. Vas-y. Alors. Vas-y à toi. J'aimerais comprendre pourquoi le climat terrestre a connu une succession de périodes glaciaires auxquelles on a donné des noms propres. Hein. Oui, le Wurm, le Ries, de Mendel, de Wurm, etc. Oui. Donc pourquoi Yes, je réponds. Comme ça, tu parleras moins de 3 minutes. Pourquoi cette succession de périodes glaciaires et d'âge interglaciaire, de réchauffement interglaciaire? Les causes, je les ai cherchées sur Internet. Je n'ai rien trouvé de vraiment éclairant, de vraiment convaincant. Qu'est-ce que tu me suggères comme lecture à ce sujet? Alors, comme lecture, je ne sais pas. Il faudrait que je recherche, parce que je base mon cours en particulier sur le climat sur des centaines et des centaines de publications. Généralement, elles sont en anglais dans des grandes revues internationales comme Science, Nature et autres, qui ne sont pas accessibles au grand public. Et nous, universitaires, avons le privilège d'y avoir accès grâce à des abonnements qui sont très très coûteux. Et les grands éditeurs de ces revues, je ne sais pas si je peux le dire, ils se font les couilles en or. Voilà. Donc je ne saurais pas te dire quelle publication lire. Quoi qu'il en soit, je peux répondre à ta question. Alors, pourquoi on a eu 30 épisodes glaciaires et interglaciaires depuis exactement 2 500 000 ans? Et pas avant. Et pas avant. Il s'est produit un événement géologique majeur il y a 2 500 000 d'années, alors que l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud étaient 2 continents isolés, et que ce qui est aujourd'hui l'Amérique centrale était un chapelet d'îles situées dans le Pacifique, et donc que l'eau communiquait entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Eh bien, le mouvement des plaques tectoniques a poussé ce chapelet d'îles et l'a soulevé, l'a poussé comme un bouchon pour boucher le passage entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, et la fermeture définitive s'est produite il y a 2,5 millions d'années. Et c'est le mouvement des plaques qui a fait cela. La dérive des continents explique pourquoi sur un continent... Alors on ne parle plus de la dérive des continents, mais de la dérive des plaques, mais ça revient au même. Donc, ça explique les changements du climat sur un continent particulier? Non. Mais moi je parle du climat terrestre. Mais oui, parce que c'était la suite. Tu es trop pressé. On est trop pressé à Béziers. C'était la suite de mon explication. C'est que le climat de la planète est généré par la circulation des mouvements de l'océan qui brassent l'eau
entre la surface et le fond, et entre le courant marin, les pôles et l'équateur, et entre les différents océans. Cette circulation actuelle, ce courant marin, elle est comme ceci, elle se fait à peu près une goutte d'eau, mais à peu près 1000 ans à 2000 ans pour parcourir le circuit. De l'eau dans l'Atlantique Nord au large de la Norvège, parce qu'elle est refroidie et que l'évaporation augmente sa salinité, l'eau froide et l'eau salée, c'est lourd. L'eau douce et l'eau chaude, c'est léger. Donc, cette eau froide, eh bien, au niveau de la Norvège, elle plonge à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Et comme, sans arrêt, il y a de la nouvelle eau qui arrive, elle pousse. Et donc, la goutte d'eau, elle plonge, elle va sur le fond de l'Atlantique, et elle va longer le fond de l'Atlantique jusqu'au niveau de l'Antarctique. Au niveau de l'Antarctique, elle va obliquer en direction de l'océan Indien et de l'océan Pacifique, toujours au niveau du fond. Et elle va se séparer en plusieurs branches, et elle va remonter vers la surface dans quelques zones, en particulier dans deux zones, une du nord de l'océan Indien et une du nord de l'océan Pacifique. Et là, elle remonte vers la surface, et là, elle se met, toujours poussée par la nouvelle eau qui arrive, là, elle se met à redescendre vers le sud, mais en surface. Elle revient vers l'Antarctique, en surface, et non plus en profondeur. Elle reprend l'océan Atlantique, et elle remonte l'océan Atlantique jusqu'à la Norvège. Il faut 1000 ans à 2000 ans pour une goutte d'eau pour boucler ce cycle extraordinaire. On appelle ça le tapis roulant planétaire. Et c'est ce système de courant qui contrôle le climat, parce que qui assure le brassage des températures entre l'équateur et les pôles, et qui contrôle le climat. Alors ensuite, le mécanisme du contrôle, je ne suis pas climatologue, et de toutes les façons c'est compliqué, mais on sait que c'est ce mécanisme qui le contrôle. Il y a 2 500 000 ans, quand l'Atlantique communiquait avec le Pacifique, eh bien, le principal courant de la planète, c'était pas celui de l'océan Atlantique, c'est pas celui que je viens de vous décrire. Le principal courant de la planète, eh bien, il a mené du Pacifique vers l'Atlantique des masses d'eau colossales, et le brassage des températures au niveau de la planète était plus efficace. Les époques glaciaires sont une sorte de conséquence d'un déséquilibre de brassage qui fait que les pôles se refroidissent trop, l'équateur se réchauffe trop, le brassage des températures entre les pôles et l'équateur se fait relativement mal, et donc il y a une sorte de déséquilibre qui va produire les glaciations, puis à un moment, les glaciations trouvent leur fin, et donc ça reviendra. Là, on avait un climat plus tempéré, plus uniforme sur l'ensemble de la planète, jusqu'à il y a 2 500 000 ans. Voilà. Et ce que l'on peut dire, c'est que ces cycles de 100 000 ans, pourquoi c'est sur des cycles de 100 000 ans? C'est qu'il y a un forçage, comme on dit dans le vocabulaire scientifique, un forçage astronomique. C'est ce qu'on appelle les cycles de Milankovitch, c'est-à-dire c'est un cycle de 100 000 ans d'allongement de l'orbite terrestre, d'aplatissement et d'élargissement. L'orbite terrestre, il n'y a pas que l'orbite, il y a également l'inclinaison de l'axe de notre planète qui aussi, bref, on a, à cause de l'orbite de la planète, et en langage pédagogique, on parle de la danse de la Terre sur son orbite. Elle danse sur son orbite, en fait, les cycles de tournée autour du Soleil ne sont pas réguliers, ils sont irréguliers, en fait, elle danse, elle balade, elle incline son axe,
l'ellipse s'allonge, se rétrécit et tout, voilà. Et ça, le mécanisme du cycle de 100 000 ans, pourquoi c'est 100 000 ans? C'est parce que c'est un cycle astronomique.